Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mamadou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons du VIH et surtout des difficultés d'accès aux médicaments antirétroviraux pour les personnes vivant en zone rurale. Une personne peut parcourir 400 km pour atteindre la première UPEC la plus près de chez elle. Donc généralement, ces personnes-là, ils vont opter pour d'autres solutions, une médecine par exemple traditionnelle qui ne va pas toujours pallier à la difficulté qu'ils rencontrent face à la maladie. Au Cameroun, les autorités multiplient les efforts pour rendre accessibles les médicaments dans les localités les plus reculées du pays. Des efforts qui restent insuffisants. Dans chaque département, pratiquement, il y a un magasin délocalisé du fonds régional, de manière à ce que les formations sanitaires puissent également s'approvisionner. Maintenant, il reste le problème de la dispensation de la formation sanitaire vers le malade. C'est à ce niveau encore que nous sommes en train de travailler. Pourquoi certaines zones rurales ne reçoivent pas suffisamment les ARV? Comment se débrouillent les patients dans ces conditions? Que font les gouvernements pour remédier à la situation? Nous parlerons de l'exemple du Cameroun. Ce sera après l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaoueda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosie. Alors commençons par l'épidémie de choléra qui sévit au Nigeria. Une épidémie qui aurait déjà fait 13 morts. Tout à fait, Rosine. 13 personnes sont mortes de choléra après avoir bu de l'eau contaminée dans l'état de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. L'annonce a été faite le 6 avril dernier par le ministre local de la Santé. Le ministre Mohamed Bello a ajouté qu'un total de 159 cas ont été enregistrés. Nous avons été en mesure d'identifier la source de l'épidémie dans la contamination de l'eau. Les échantillons provenant de 5 forages dans la ville ont été testé positif, a-t-il dit. Il a enfin rassuré les populations en indiquant qu'une équipe d'intervention a été envoyée et a réussi à contenir l'épidémie en distribuant des comprimés dans les communautés touchées et en désinfectant les sources d'eau et les toilettes. Eh bien, Firmin, peux-tu nous rappeler ce que c'est que le choléra et comment l'éviter? Oui, Rosine, le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio choléra. Les symptômes apparaissent entre 12 heures et 5 jours après la contamination. Si certains ne vont manifester aucun symptôme et évacuer les germes en allant au sel, pour d'autres, le choléra est extrêmement virulent et cause des diarrhées qui vont tuer le patient en l'espace de quelques heures si aucun traitement n'est administré. La prévention du choléra se fait essentiellement en observant des règles d'hygiène strictes avant et après les repas, en buvant de l'eau potable et en désinfectant les points d'eau ainsi que les toilettes. Parlons maintenant de l'allaitement maternel. L'OMS et l'UNICEF ont publié le 11 avril dernier de nouvelles orientations pour favoriser cette forme d'alimentation pour les enfants. Tout à fait, Rosine. Ces orientations pratiques intitulées « 10 mesures en faveur d'un allaitement maternel réussi » s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Hôpitaux Amis des bébés lancée par les deux organisations en 1991. Elle encourage les mères qui viennent d'accoucher à allaiter au sein et informe les agents de santé sur la meilleure façon de soutenir l'allaitement maternel. Pour l'OMS et l'UNICEF, l'allaitement au sein de tous les nourrissons jusqu'à l'âge de 2 ans permettrait de sauver plus de 820 000 enfants de moins de 5 ans chaque année. L'allaitement maternel permet non seulement de diminuer les dépenses des familles, mais il y a d'autres avantages sanitaires et sociaux. Il diminue les risques de mourir d'une diarrhée et d'infection, améliore également le quotient intellectuel de l'enfant et réduit le risque de cancer du sein chez la mère. Eh bien, Firmin, peux-tu nous dire exactement en quoi consistent ces nouvelles orientations? Globalement, ces orientations précisent que les hôpitaux devraient disposer de politiques écrites en faveur de l'allaitement maternel. Elles recommandent également de faire un usage limité des substituts du lait, de pratiquer le rooming-in, qui consiste à placer la mère et le nouveau-né dans la même chambre, de prêter attention aux réactions du nouveau-né pendant les tétées, d'apprendre aux parents comment utiliser les biberons et les tétines et d'apporter un soutien au moment où les mères et les nouveau-nés sortent de l'hôpital. En mettant en œuvre correctement ces mesures fondamentales, il est possible d'améliorer considérablement les taux d'allaitement dans le monde et de donner aux enfants le meilleur départ possible dans la vie, a déclaré Henrietta Ford, la directrice générale de l'UNICEF. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Terminons par une étude scientifique selon laquelle dormir tard
a des conséquences sur la santé. L'étude réalisée à partir d'une base de données publique est parue dans le journal spécialisé Chronobiologie internationale. Selon l'étude, les couches-tard ont plus tendance à souffrir de troubles psychologiques, de diabète, des troubles neurologiques, gastro-intestinaux et respiratoires. Ils ont également davantage tendance à fumer, boire de l'alcool, consommer de la caféine et des drogues illégales. Selon Kristen Knudson de l'université Northwestern de Chicago, co-auteur de l'article « Les noctambules qui tentent de vivre dans un monde du matin peuvent en subir les conséquences sur leur santé. Les personnes couches-tard ont une horloge biologique interne qui ne correspond pas à leur environnement externe. » Selon le professeur Malcolm Van Chant, co-auteur de l'étude, les couches-tard devraient pouvoir bénéficier d'une plus grande flexibilité d'horaire de travail pour commencer et finir plus tard. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Au milieu de l'année 2017, selon l'OMS, 20,9 millions de personnes bénéficiaient d'un traitement antirétroviral dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, ce qui ne représente que 53% des personnes qui vivent avec le VIH dans ces pays. D'ailleurs, même parmi les personnes sous traitement antirétroviral, l'accès aux médicaments n'est pas toujours facile. C'est le cas des patients vivant dans certaines zones rurales. Ces médicaments antirétroviraux sont pourtant subventionnés. Alors, pourquoi sont-ils difficilement accessibles pour certains patients des zones rurales? Comment se débrouille-t-il pour faire face à la situation? Quelles sont les conséquences pour les 10 patients? Nous avons posé ces questions à Emeline Girondin. Elle travaille au Cameroun comme chargée d'aide au développement d'une ONG, le GIC Massa, une ONG qui vient en aide aux malades de certains villages du Cameroun, comme elle a expliqué à notre correspondant Joël Honoré Kwam. L'organisme pour lequel je travaille actuellement s'appelle GIC Massa. C'est un organisme qui a été créé en 2004 pour développer en fait une mutuelle de santé dans le district de Saha et le district de Ntui. C'était une mutuelle qui permettait tout simplement aux bénéficiaires d'avoir une prise en charge médicale en fait complète lorsqu'ils se présentaient à l'hôpital. Et donc c'est à travers ce projet-là que GIC Massa s'est vraiment impliqué dans la lutte contre le VIH et le sida, en proposant aux séropositifs d'avoir une prise en charge complète de leurs soins, de leur suivi psychosocial également. Ils avaient des échanges avec des séropositifs qu'on appelait patients experts, qui justement les motivaient et les conseillaient dans leur prise de traitement, etc. etc. Dans certaines localités, Emeline, dans lesquelles travaille votre organisation, vous avez noté des problèmes d'accès aux antirétroviraux par les personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Quel est concrètement votre constat? Alors, GIC Massa, la spécificité de GIC Massa, c'est de couvrir les zones les plus reculées, donc des gros pôles, donc les zones excentrées. Ce qu'on a pu constater, c'est tout simplement qu'il y avait une difficulté de l'accès au TRV pour les personnes qui étaient au plus loin donc des UPEC, donc les unités de prise en charge pour les personnes séropositives. On constate quoi, si je donne un petit exemple, une personne qui par exemple se trouve dans un village, elle peut parcourir plus de 400 km pour atteindre la première UPEC la plus près de chez elle. C'est des coûts en fait tout simplement pour ces malades-là qui n'ont pas forcément, parce qu'on a affaire à une population des plus précaires, et donc justement c'est de trouver une solution pour ces communautés-là, ces communautés qui malheureusement sont souvent délaissées dans différents programmes justement qui sont mis en place. Alors dites-nous, comment est-ce que vous expliquez le déficit d'accès aux ARV selon les échanges que vous avez eus à la fois avec les décideurs et les hôpitaux et les malades sur le terrain? Alors, le premier, quand on va s'adresser au ministère de la Santé, parce que GIC Massa est un partenaire du ministère de la Santé, c'est vrai que le Cameroun connaît actuellement des ruptures de stock, de traitement. Mais on peut voir qu'en ville, il n'y a pas cette difficulté justement pour les malades d'avoir accès à ces traitements. Donc la réelle difficulté qu'on constate, c'est justement le manque d'unités de prise en charge pour les séropositifs. C'est vraiment ça la difficulté. La deuxième difficulté aussi, c'est que l'État, il y a 2 ans, a
mis en place des organisations qui assuraient la dispensation communautaire, donc c'est-à-dire la distribution des TRV. Mais on peut constater que encore aujourd'hui, en 2018, il y a très peu de dispensateurs justement communautaires, notamment dans les zones rurales. Donc nous, notre but justement dans les projets qu'on aimerait développer, c'est tout simplement amener aussi bien l'État et les différents programmes qui sont mis en place au Cameroun, de développer davantage justement de dispensateurs communautaires, qu'on permette aux OSCD, donc aux organisations de la société civile, de justement pouvoir distribuer maintenant les TRV à ces personnes-là. Au-delà de la disponibilité des antirétroviraux, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rendent difficiles les traitements aux antirétroviraux chez les personnes qui vivent avec le VIH dans la zone que vous suivez effectivement? Alors, vous savez que quand vous êtes séropositif, le meilleur des cas, c'est que vous faites partie de la ligne 1, c'est-à-dire que vous prenez un traitement qui est pris en charge par l'État et que vous avez une charge virale indétectable, donc que vous êtes relativement en bonne santé grâce à ce traitement. Mais ensuite, dans les autres cas, il y a beaucoup de personnes qui développent des maladies ensuite opportunistes et qui doivent donc se rendre à l'hôpital très régulièrement. Et on peut constater justement qu'il y a un réel problème déjà au Cameroun en général de se rendre à l'hôpital. Il y a beaucoup de personnes qui sont réticents à cela. Et deuxièmement, justement, c'est l'accessibilité, le transport, la précarité de ces personnes-là qui ne peuvent pas se permettre de payer un plus de 10 000 francs CFA aller-retour pour aller à l'hôpital justement se soigner. Donc généralement, ces personnes-là, ils vont opter pour d'autres solutions, une médecine par exemple traditionnelle, etc., qui ne va pas toujours pallier à la difficulté qu'ils rencontrent face à la maladie. Quelles sont donc les conséquences de ces difficultés d'accès aux antirétroviraux pour les personnes qui vivent avec le VIH-Sida? Les conséquences, c'est tout simplement des patients qui ont un virus qui va se développer, justement, une charge virale qui va être détectable, c'est-à-dire qui pourra être transmissible. Nous, on est vraiment axé aussi sur l'éducation sexuelle, donc effectivement, si les personnes ne sont pas assez sensibilisées à se protéger, etc., à avoir des comportements tout simplement sécuritaires, ils vont tout simplement transmettre le virus à leur entourage, enfin à la personne qu'ils vont côtoyer tout simplement, et également les maladies opportunistes qui peuvent amener au décès des personnes. Et c'est très triste en fait en 2018 de voir qu'on peut encore mourir du sida, ce qui ne devrait plus être le cas aujourd'hui. Pour finir, Emeline, que compte faire votre organisation pour contribuer à l'accès aux antirétroviraux pour les personnes qui vivent avec le VIH-Sida? Moi, c'est pour ça que je suis ici au Cameroun actuellement. C'est pour aider justement JICMASA à développer des projets viables et de poids dans la lutte contre le VIH et le sida et leur permettre justement, grâce à ces projets, d'avoir un vrai plaidoyer de qualité auprès de l'État. Comme je l'ai dit précédemment, soutenir qu'il y a une réelle nécessité de développer des UPEC et développer des dispensateurs communautaires dans les zones rurales. Et nous, toute l'expertise, toute l'étude de terrain qu'on fait au quotidien à travers nos projets actuels, ça va permettre justement d'avoir un plaidoyer fort face à l'État. Nous remercions Emeline Girondin. Elle est chargée d'aide au développement du JICMASA, une ONG de santé au Cameroun. Elle était au micro de notre correspondant Joël Honoré Kwam. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Les autorités camerounaises sont conscientes de ces difficultés. Elles essaient d'élargir autant qu'elles peuvent la prise en charge thérapeutique des personnes vivant avec le VIH, y compris dans les zones rurales. C'est ce que nous a révélé le docteur Baleba Robin. Il est médecin spécialiste en santé publique et coordonnateur régional de la lutte contre le sida dans la région de l'Est, l'une des régions les plus enclavées du Cameroun. Il est au micro de notre correspondant Joël Honoré Kwam. Le Cameroun connaît-il souvent les problèmes de rupture de stock ou d'insuffisance d'antirétroviraux? Si oui, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Bon, il y a très longtemps que le Cameroun n'a pas connu de problème de rupture en termes d'antirétroviraux. Comme vous le savez, il y a 3, 4, 5 ans encore, on parlait de rupture. Certains patients n'avaient pas accès, on parlait même de grève des patients qui prenaient des médicaments. Mais ça fait quand même un certain nombre d'années que les journalistes n'en parlent plus. Tout simplement parce que l'État et ses partenaires ont fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Beaucoup d'efforts a été fait dans la disponibilité des antirétroviraux par le Fonds mondial, qui est le principal bailleur de l'État et qui en a fait une priorité, mais également par le PEPFAR, qui est le programme du président américain de lutte contre le sida, qui est
est en cours dans plusieurs pays africains. L'ensemble de ces partenaires s'est concentré beaucoup plus sur la disponibilité des antirétroviraux. Et c'est pourquoi, évidemment, avec les fonds de contrepartie que l'État met en œuvre, on ne parle plus de rupture d'antirétroviraux. Comment est-ce que ça s'organise, la distribution des antirétroviraux au Cameroun? La distribution des antirétroviraux suit à peu près le même parcours que celui des médicaments essentiels. Ça veut dire que nous avons une centrale nationale d'achat qui est la Sénamé. Le programme national de lutte contre le sida va passer des commandes au niveau de la Sénamé. La Sénamé va lancer un appel d'offres à l'international pour pouvoir acquérir des antirétroviraux, évidemment sous financement du Cameroun et de ses partenaires. Après avoir reçu les stocks d'antirétroviraux au niveau de la Sénamé, ils seront redistribués au niveau des centrales d'approvisionnement régionaux qu'on appelle les CAPR. Enseignement des CAPR qui sont actuellement des fonds régionaux de promotion de la santé, selon évidemment la commande passée par chaque région et selon la disponibilité. Et les formations sanitaires vont également venir s'approvisionner au niveau des fonds régionaux de promotion de la santé après avoir passé les commandes au groupe technique régional. Le groupe technique régional va recevoir la commande de la formation sanitaire, il va la valider et ensuite il va la transmettre au fonds régional qui va livrer les médicaments. Donc c'est à peu près comme ça que le circuit des antirétroviraux est organisé de manière globale. Que fait justement votre structure, le programme national de lutte contre le VIH-Sida, pour faciliter l'accès des patients des zones rurales aux antirétroviraux? Là également, l'État et ses partenaires ont fait beaucoup d'efforts. Pour les patients qui sont en zone rurale, évidemment, l'accès aux médicaments reste un problème. C'est vrai, c'est un problème. Généralement, pour les formations sanitaires qui sont en milieu urbain, dont l'accessibilité aux fonds régionaux est facile, elles viennent directement au niveau des fonds. Pour celles qui sont dans les zones rurales, le fonds dispose de véhicules qui peuvent aller directement livrer ces médicaments au niveau des formations sanitaires. Et les antirétroviraux répondent également aux mêmes critères. Là, nous sommes particulièrement dans la région de l'Est et les responsables du Fonds régional de promotion de la santé de l'Est ont pris des dispositions pour qu'il y ait des magasins décentralisés au sein de la région. Vous savez, la région est très grande. Alors, dans chaque département, pratiquement, il y a un magasin délocalisé du fonds régional. Et les médicaments sont stockés à ce niveau, de manière à ce que les formations sanitaires puissent également s'approvisionner directement au sein de ces magasins. Maintenant, il reste le problème de la dispensation, ça veut dire de la formation sanitaire vers le malade. C'est à ce niveau encore que nous sommes en train de travailler pour pouvoir améliorer, pour que le médicament soit effectivement disponible au niveau du patient. Enfin, docteur, quelles sont les politiques à long terme pour éviter que le Cameroun ne soit victime des problèmes liés à la disponibilité des antirétroviraux? Il faut déjà rappeler que le Cameroun suit un agenda international qui est celui des 3,90, à savoir 90% des personnes séropositives doivent connaître leur statut, au moins 90%. Au moins 90% des personnes qui connaissent leur statut doivent être mises sous traitement et au moins 90% des personnes qui sont sous traitement doivent avoir une charge virale indétectable. Cela suppose que les médicaments soient effectivement disponibles et accessibles. Alors l'État met tous les moyens en œuvre pour que cela soit fait. Le ministre de la Santé publique a signé un nouveau partenariat avec le Fonds mondial qui a mis à disposition un certain montant pour la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Et parmi ce montant qui a été mis en place, la plus grande partie concerne l'accessibilité des médicaments. Donc à ce niveau, au moins jusqu'en 2020, qui est l'année où le round actuel va s'arrêter, au moins l'État a anticipé jusqu'à cette date pour que les médicaments soient disponibles. Voilà, maintenant en ce qui concerne la disponibilité même des médicaments chez le patient, tout récemment encore, le ministre de la Santé publique a signé un arrêté qui transforme toutes les formations sanitaires en unités de prise en charge. Ça veut dire pratiquement toutes ces formations sanitaires qui mettaient en place le programme de la PTME, qui était la prévention de la transmission mère et enfant, qui concernait uniquement la maman enceinte, la femme enceinte et son enfant. Actuellement, toutes ces formations sanitaires peuvent prendre en charge même les adultes, ce qui est une grande avancée. Ça veut dire que le médicament sera désormais disponible dans toutes les formations sanitaires de la République. Et vous savez que l'État a fait beaucoup d'efforts en matière de construction de formations sanitaires, équipements ces dernières années. Ça veut dire pratiquement à 10-15 km au maximum, on peut avoir une formation sanitaire. À côté de cela, il y a la politique de décentralisation de l'accès au traitement. Ça veut dire le traitement, la dispensation du médicament n'est plus uniquement entre les mains des professionnels.
Ça veut dire, actuellement, l'État est en train de mettre en place une politique où, au sein des associations de lutte contre le sida, bien sûr, on puisse dispenser les médicaments. Ça veut dire qu'on aura des associations qui seront rattachées à des formations sanitaires, des unités de prise en charge. Et au lieu que le malade aille à l'unité de prise en charge, il ira plutôt prendre ses médicaments au niveau de l'association. Et l'association fera un rapport aux unités de prise en charge. Donc nous pensons qu'avec cette politique-là, les médicaments seraient effectivement accessibles aux populations, notamment celles qui sont dans les zones rurales. À côté de cela également, nous testons encore maintenant une autre stratégie qui est celle des accompagnateurs psychosociaux. Il y a des accompagnateurs psychosociaux dont le rôle est justement d'accompagner les malades à pouvoir prendre un traitement sur le plan psychologique. Parce que comme vous le savez, la prise en charge du VIH n'est pas uniquement médicamenteuse, elle est également psychosociale, elle est également nutritionnelle. Alors on a mis en œuvre un programme où on recrute des accompagnateurs qui sont des communautaires. Et dans certaines localités où le patient ne peut vraiment pas arriver au niveau de la formation sanitaire, parfois c'est l'accompagnateur psychosocial qui ira délivrer le traitement à son domicile. Donc c'est autant de politiques qui sont déjà soit mises en œuvre, soit testées pour que le médicament soit accessible le plus possible en zone rurale. Nous remercions le docteur Baleba Aubin pour son témoignage. Un témoignage recueilli par notre correspondant Joël Honoré Kouam. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Aman Genkap, a répondu à vos questions. Le docteur Genkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Allô, bonjour. Alors oui, bonjour. C'est qui à l'appareil? Hassan Omar Boulali. Hassan, vous nous appelez d'où? Du Djibouti. De Djibouti. Oui, tout à fait. Vous avez une question? Oui, tout à fait. J'ai un frère qui a eu une tuberculose cérébrale. Tuberculose cérébrale. Oui, donc il a pris un traitement et après il est guéri. Mais le problème, il a eu des effets secondaires, une crise et d'épilepsie, voilà. Donc le problème, comment on peut faire en fait, apporter des traitements sur ça et à chaque fois ça revient. S'il arrête le traitement, ça revient. Si, en fait, quelquefois, il a tout le corps qui bouge, quelquefois il vomit. Donc, d'où vient le problème? Et est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des associations qui peuvent nous aider à amener à l'extérieur, donc à avoir un voyage médical à l'extérieur? Merci beaucoup Hassan d'avoir appelé. Docteur Genkap est là pour vous répondre. Ce que je veux préciser, c'est que la tuberculose est une infection bactérienne qui affecte surtout les poumons. Il peut également avoir d'autres localisations. La localisation cérébrale intervient comme une complication de la tuberculose dans son ensemble. Les crises épileptiques, très souvent, ne sont pas en rapport avec des effets secondaires du traitement, mais sont plutôt l'expression symptomatique de cette tuberculose qui siège au niveau du cerveau. C'est pour cette raison que pour éviter notamment les rechutes que signale Hassan chez son frère, il faudrait savoir si le traitement est pris avec un respect de la prescription, à savoir les posologies, les doses de prescription, et deuxièmement, la durée de prescription qui peut parfois aller de 6 mois à 12 mois. L'autre élément important que je voudrais également préciser, c'est que les épilepsies qui surviennent aussi régulièrement chez le frère d'Hassan sont plutôt le témoin que la guérison peut-être n'est pas achevée et qu'il existe encore des foyers de tuberculose cérébrale qu'il faudrait éradiquer. Et c'est pour cette raison que je l'invite vraiment à revoir le médecin pour faire le point par rapport à la guérison effective et sur ces crises d'épilepsie à répétition qui sont pour moi la manifestation d'une tuberculose cérébrale qui existe encore ou les séquelles d'une tuberculose cérébrale qui malheureusement n'est pas complètement guérie. Par ailleurs, l'élément également que j'aimerais préciser, c'est que les rechutes d'une tuberculose cérébrale peuvent être en rapport avec un état immunitaire défaillant. C'est pour ça qu'une nouvelle fois, j'invite Hassan à amener son frère chez un médecin pour refaire le point par rapport à cette situation-là. Quant aux associations qu'il souhaite avoir, il faudrait dans un premier temps connaître le motif d'une éventuelle évacuation sanitaire.
Ce n'est que lorsqu'on connaît le motif d'une éventuelle évacuation sanitaire qu'on peut proposer une éventuelle association. Mais pour ma part, je pense qu'à Djibouti, il y a de la compétence et les moyens pour pouvoir prendre en charge une tuberculose cérébrale, y compris une tuberculose cérébrale qui présente des effets de type épileptique. VOA Afrique, votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé, vous voulez prévenir vos maladies, les soigner à temps. Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays? Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa, samedi à 8h30, temps universel. Votre santé, c'est votre avenir. Je suis malade, docteur. Je souffre de la sinusite. Que dois-je faire pour guérir? Ce que je peux répondre à cet auditeur, c'est que dans un premier temps, les sinus sont des cavités osseuses qui sont situées au niveau des os du visage et notamment à l'arrière des fosses nasales et qui communiquent d'ailleurs avec ces fosses nasales. La sinusite va être l'inflammation, l'infection de la muqueuse de ces cavités osseuses, en tout cas de la muqueuse des sinus. Très souvent, ce sont les sinus maxillaires et le sinus frontal qui vont très souvent être touchés par une infection qui peut être virale, une infection qui peut être bactérienne. Les causes de ces sinusites sont souvent, en dehors de ces causes virales et bactériennes, des causes également allergiques. Le fait d'être prédisposé à des rhinites allergiques vont être le facteur de risque de sinusite. On a aussi des problèmes de déviation de la cloison nasale, on a aussi des problèmes d'infection dentaire, d'abcès dentaire. Et des personnes qui font régulièrement des rhinopharyngites sont souvent exposées à faire des sinusites. Pour cet auditeur qui voudrait savoir comment se débarrasser de sa sinusite, moi je lui conseille deux choses. La première chose, c'est que cet auditeur doit consulter un médecin pour que le médecin puisse faire un diagnostic précis de ces sinusite-là et des causes de cette sinusite-là pour mettre en place un traitement adéquat. Mais dans l'attente, je peux déjà le rassurer en lui faisant comprendre que près de 75% des sinusites, notamment des sinusites virales, vont guérir toute seule au bout de quelques semaines, mais cet auditeur peut aussi accélérer la guérison de sa sinusite en faisant des lavages de nez fréquents, qu'il lave fréquemment son nez avec du sérum physiologique tout simplement, et en faisant des inhalations par des vapeurs d'eau salée, à savoir qu'il met peu de sel dans de l'eau qu'il va chauffer et il va essayer d'inhaler donc cette eau salée-là et ça permet de bien soulager la sinusite en bien dégageant les fosses nasales et ça permet de guérir, d'accélérer la guérison du moins de la sinusite. Voilà ce que je pourrais répondre à cet auditeur par rapport à la sinusite qui le fait souffrir et dont il voudrait s'en débarrasser. Si vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux problèmes d'accès aux ARV par les personnes vivant avec le VIH/SIDA dans les zones rurales. Pour en parler, nous avons reçu comme invité Emeline Girondin, chargée d'aide au développement du JICMASA, une ONG qui vient en aide aux malades de certains villages du Cameroun. Elle nous a parlé des difficultés auxquelles font face les PVV d'une petite localité camerounaise tout en nous révélant comment son ONG vient en aide à ces malades. Nous avons aussi écouté le docteur Baleba Aubin, coordonnateur régional de la lutte contre le sida dans la région de l'Est, l'une des régions les plus enclavées du Cameroun. Il nous a expliqué les efforts du gouvernement pour rendre accessibles les médicaments aux populations des zones rurales. Nous leur disons merci. Merci également à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants RDC, Gabrielina Alboubachi, Béro Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thierry et de Carl Starling qui était à la console.
À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.